Il y a plus de 2500 ans, il a créé par la force un des plus grands empires de l'histoire. Son rêve était de contrôler les routes principales du commerce entre l'Orient et l'Occident. Et son empire a fini par buter sur un adversaire encore plus puissant que lui. Il s'agit de l'empereur perse Darius Ier. Il y a plus de 500 ans, après la victoire finale de l'Empire ottoman, l'Empire romain d'Orient a fini par disparaître du trajet de la route de la soie, signalant la fin d'une dynastie de 1100 ans. Le résultat de cette guerre, ce fut la fermeture de la route de la soie. L'ancienne route de la soie a été la scène de toutes sortes de pillages et de massacres sanglants. Mais elle a aussi été un lieu de raffinement de la sagesse humaine. Comment partager les richesses, s'enrichir de façon juste, travailler ensemble pour le bien commun et coexister en paix? Voilà des questions auxquelles l'histoire n'a pas encore donné de réponse. Aujourd'hui, plusieurs centaines de millions de personnes vivent dans ces régions et la proposition venue de Chine de faire revivre la route de la soie est une tentative pour s'attaquer enfin au problème millénaire de la recherche d'une prospérité commune dans tout le continent eurasiatique. La sagesse que la grande nation d'Orient essaie de mettre en pratique avec ce projet, certains l'ont déjà surnommé la résurrection de l'esprit de la route de la soie. Ce petit village perché sur les hauts plateaux d'Iran ne paraît pas très spectaculaire aujourd'hui. Mais il y a 2500 ans, le premier empereur de l'Empire perse Darius a gravé sur cette paroi rocheuse, à l'extrémité ouest de la route de la soie, son rêve en 3 langues différentes. Je suis Darius, le grand roi, le roi des rois, le roi de Perse et de tous les pays. L'empereur de Perse Darius Ier est le premier roi à avoir fondé un empire à cheval sur l'Europe, l'Afrique et l'Asie. À une époque où la route de la soie était encore à un stade embryonnaire, la majorité de sa partie centrale était située sur le territoire de l'Empire perse. Grâce à cette position stratégique, l'empereur de Perse s'était assuré d'amasser des fortunes immenses grâce aux routes commerciales d'Asie centrale. 波斯起个什么作用？它就起个中间商的作用，它就是把中国的丝绸、瓷器、茶叶，经过它这个一转手以后呢，高价又卖到欧洲去，所以它一直很多战争跟这个有关系。 En 539 avant Jésus-Christ, l'Empire perse a commencé à mettre en action son plan de domination militaire et l'armée perse a commencé par intégrer les territoires de l'ancienne Babylone en Mésopotamie à la Perse. Plus tard, les armées perses se sont dirigées vers l'est jusqu'à l'Inde et ont étendu les frontières de leur empire. Cela signifie que la quasi-totalité des parties centrales et méridionales de la future route de la soie était contrôlée par l'Empire perse. Au cours des 37 années du règne de Darius Ier,
le capital militaire qui lui a permis de mener ses conquêtes est venu tout entier des richesses créées par le commerce entre l'Asie et le Moyen-Orient ou entre l'Asie et l'Europe. La progression de son empire vers l'ouest a subi un coup d'arrêt à Marathon, mais la logique du pouvoir qui s'est développée avec lui est au centre de laquelle se trouvait la route de la soie. Elle a continué à avoir une grande influence pendant plus de 100 ans. 他是一个应该说是一个很尚武的好战的这么一个君主，也正是他这个君主呢，是建立了世界上第一个横跨欧亚非三洲的一个大帝国。 Qui vit par l'épée, périra par l'épée. Cet empire, fondé sur une armée puissante, sera finalement détruit par une guerre cruelle. Cette tragédie, qui semblait décrétée par le destin, s'est déroulée en 331 avant Jésus-Christ, avec la chute de l'Empire perse. Cette année-là, le rival le plus puissant de l'Empire perse à l'ouest, l'Empire macédonien en Europe, commence ses conquêtes vers l'est. Avec à sa tête son jeune roi Alexandre. Dans la région de Gaugamel, en Mésopotamie, il déploie une force décisive. Le 1er octobre de l'an 331 avant Jésus-Christ, les 50 000 soldats de l'Empire macédonien écrasent les forces de l'Empire perse, qui aurait compté plus d'1 million d'hommes. Alexandre poursuit son avantage toujours plus avant vers l'est. Et après plus de 200 ans d'existence, l'Empire perse s'effondre finalement. Cet empire, qui était parvenu à contrôler par la force de la route de la soie, a fini par être conquis par une force encore plus puissante. Voilà qui est peut-être le destin de toute volonté d'hégémonie sur la route de la soie. Mais la tradition des guerres sanglantes, visant à contrôler les richesses de la route de la soie, continue sans interruption avec Alexandre. Au moment où il entre dans le plus grandiose des symboles du pouvoir perse, le palais d'été de Persépolis, ce n'est pas une bannière de paix qu'Alexandre brandit, mais bien une torche destructrice. La légende veut que Persépolis est brûlée pendant 7 jours et 7 nuits. Aujourd'hui, en pénétrant dans les ruines de l'ancienne cité de Persépolis, après plus de 2000 ans, dans la région des monts Zagros, en Iran, on peut toujours voir des ruines majestueuses. La volonté d'hégémonie de l'immense empire perse, étalé sur 3 continents, n'a laissé la prospérité aucune prospérité durable, simplement un avertissement pour l'humanité sur la nécessité de rechercher la paix et la sagesse, et aussi de ne jamais oublier les leçons de l'histoire. 中东地区大概从波斯帝国就是2500年以前开始，一直到第1次世界大战结束，这个地区有五个大帝国统治。第一个是波斯帝国，第二个是亚历山大帝国，完了是罗马帝国，阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，这些都是靠武力征服的，就是把前面那个帝国灭了，然后呢他自己建立一个帝国，全部都是靠武力。 Comment donc acquérir de la richesse? Et cette richesse, comment doit-elle être partagée? La région de la route de la soie attend toujours désespérément la réponse, malgré une quête qui n'a jamais cessé. Sur l'ancienne route de la soie, le passage d'un monarque à un autre pour une ville peut signifier un changement de nom, mais aussi la modification des routes commerciales qui passaient par cette ville. Une ville en particulier a changé le destin même de la route de la soie après avoir changé de main. Elle a même signalé une nouvelle direction pour toute l'humanité, avec son lot de changements radicaux.
L'année où cette ville a pris le nom d'Istanbul est entrée avec fracas dans l'histoire. Cette année, c'était 1453. Le 29 mai de l'année 1453, les forces de l'Empire ottoman lancent leur dernier assaut contre la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople. Au crépuscule, le drapeau de l'Empire ottoman flotte finalement sur les murs d'enceinte de Constantinople. Et après plus de 1100 ans d'Empire romain d'Orient cesse d'exister. Et avec lui, le rôle important qu'il jouait pour la route de la soie. Au cours de l'histoire millénaire de la route de la soie, peu importe le fracas des combats ou l'horreur de la guerre, une fois la poussière retombée, le commerce est redevenu prospère. Les villes dilapidées sont redevenues florissantes. Et la route de la soie a repris ses droits, permettant la jonction entre les différentes parties de l'Eurasie. Mais cette guerre en 1453 a renversé cet ordre établi. Après la victoire militaire de l'Empire ottoman, s'est ouvert un nouvel itinéraire sur la route de la soie qui a étonnamment entraîné la coupure de la route de la soie à l'est du détroit du Bosphore. « 49 ans après la chute de l'Empire romain d'Orient, le navire de Christophe Colomb prend la mer depuis le cap de Palos en Espagne. Cinq ans plus tard, le portugais Vasco de Gama conduit ses marins autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique. Et le large océan devient un nouvel horizon pour la création de richesses. C'est à partir de ce moment qu'a commencé l'ère de la route de la soie maritime. Dans leur quête d'une véritable sagesse, les deux extrêmes de la route de la soie, les peuples de l'Orient et de l'Occident, n'ont pas tous suivi la même route ou la même logique. En Europe et en Asie centrale, la guerre a sévi tout le long de la route de la soie pendant des siècles. Mais au point de départ de la route de la soie en Asie, outre les guerres, une autre situation, une autre façon de penser est apparue. En partant de Xi'an dans le Shanxi, pour arriver à ce qui est aujourd'hui le district de Jiaosu, dans la préfecture autonome kazakh d'Ili, dans le Xinjiang, il faut faire plus de 4000 km de route. Nous sommes ici dans un chef-lieu de district, tout ce qu'il y a de plus commun. Mais si l'on considère à travers le prisme de l'histoire de la route de la soie, ce petit bourg prend alors un aspect extraordinaire. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la région du district de Jiaosu était marquée sur les cartes de l'empereur Wudi des Han comme un petit royaume des régions de l'Ouest, pris entre l'empire Han et le territoire de Xiongnu, du nom du royaume des Husun. Harassé par les Xiongnu et à bout de force, le royaume a spontanément envoyé en 110 avant Jésus-Christ un tribut de 4000 chevaux et recruté une princesse de la dynastie des Han, dans l'espérance d'obtenir la protection du souverain des plaines centrales de Chine. L'empereur Wudi a alors décidé d'accorder sa nièce en mariage au roi des Husun. Chaque année, au milieu de l'automne, les herbes sauvages sur ce tertre funéraire situé au cœur du désert jaunissent et s'assèchent. Cette femme, qui a fait plus de 4000 km pour venir ici, venue des provinces humides du sud de la Chine, est connue sous le nom de Liu Xijun, dans le livre des Han. Elle était la nièce de l'empereur Wudi, des Han. Cette plaine est, selon la légende, l'endroit où le roi des Husun a accueilli la princesse Han. C'est à partir d'ici que s'est développée la rencontre et le dialogue entre deux civilisations. 说实在话，和乌孙国联姻
那乌孙国肯定是个小国，那么是我们要付出的更多。但是我们考虑到我们国家的文化经济要和那么西越进行交流、进行沟通，那这个事情是那么在汉武帝来说做了一件大事。Les différences de culture et de richesse peuvent attirer la curiosité réciproque entre les peuples, mais peuvent aussi entraîner la transmission de connaissances et de techniques. En partant de Chang'an, Liu Xizun a emmené avec elle des troupes de musique des plaines chinoises, des artisans et même des paysans éleveurs de vers à soie au sud de la Chine. Selon la légende, Liu Xizun aurait ainsi transmis aux régions de l'Ouest des techniques de production de la soie. C'est la dernière mélodie des princesses de la dynastie des Han qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Liu Xizun était une grande adepte de la musique et savait chanter et danser. Avant de l'envoyer vers l'ouest, l'empereur Wudi des Han lui a offert un instrument pour qu'elle puisse faire passer l'ennui du voyage. Au cours de son périple, elle chantait et jouait la nostalgie de son pays natal. Ces chants seraient devenus aujourd'hui le chant de la séparation. Ma famille m'a marié à l'autre bout de la terre, au roi des Husun, dans son pays lointain. J'ai une yourte pour palais, des pots me servent de mur, de la viande pour tout repas et du fromage pour toute sauce. Mon cœur se brise en pensant à mon pays natal. J'aimerais voler jusque chez moi sur les ailes d'un cygne. On dit que quand l'empereur Wudi des Han a entendu cette chanson, son visage s'est couvert de larmes. Même pour l'empereur de l'Est, il n'était pas possible d'éviter la tragédie de voir la chair de sa chair partir au loin. En 89 avant Jésus-Christ, le très martial empereur Wudi des Han, après des années de conquête, a écrit le premier décret impérial de pénitence de l'histoire de la Chine. Dans ce décret, qui prenait la forme d'une confession, l'empereur se blâmait d'avoir apporté de la souffrance à son peuple à travers ses guerres. Depuis notre accession au trône, nous avons agi avec folie et causé du tourment au peuple. Pour cela, nous ne pouvons qu'être pleins de regrets. Nos actions ont causé de la souffrance. C'est un gâchis dont nous avons conscience. 和亲宗宪来讲，我们现在的评价是比较正面、比较积极的，因为它代表了中原王朝和周边民族，尤其是游耕民族之间一种和平的一种交往。所以和亲其实在一定意义上可以说是拉近了双方的距离，建立了一种政治上的一种相对稳定的关系。在当时那个时代，应该说是也算是一种比较有效的一种外交的一种方式。 La sagesse de l'empereur Wudi des Han est devenue un principe de base sur lequel se sont appuyées les dynasties chinoises successives pendant plus de 2000 ans, pour régler les conflits et partager les richesses sur la route de la soie. Encore aujourd'hui, la défense de ces principes et la recréation d'un ordre pour la route de la soie fondé sur ces principes est toujours vue comme un projet très important pour l'humanité. Le soleil éblouissant des hauts plateaux d'Iran commence à 8 heures à éclairer le grand bazar de Téhéran. Dans ce centre de commerce qui prospère depuis près de 800 ans, grâce à la route de la soie, commence une nouvelle journée de travail.
Saïd est un vieux marchand du Grand Bazar et dans ce marché, il est un des plus anciens vendeurs de tapis. Tous les jours à l'aube, il s'assoit sur une chaise dans son magasin et supervise les assistants qui mettent en ordre les tapis pour faire les derniers préparatifs avant l'ouverture du magasin. من سید علی سدهی اصفهانی هستم. متولد 1322 هجری شمسی در تهران متولد شدم. مرحوم پدر من ایشون هم در تهران متولد شده بودن، اشتغال به تجارت فرش داشتن و استاد بنده بودن و من فرش فروشی رو از ایشون یاد گرفتم. Les tapis d'Iran sont un des produits les plus emblématiques de la route de la soie. C'est aussi un des seuls produits sur la route de la soie qui mêle fil de soie et laine de mouton. Sur une superficie de moins de 4 mètres carrés, les artisans mêlent les fils de tissu avec adresse. Ils assemblent des motifs différents pour créer un grand dessin. Ce tapis que nous voyons est à moitié terminé. Pour produire un tapis complet, il faut une année entière. Une technique compliquée, des matériaux chers, une fabrication entièrement à la main. Les tapis d'Iran sont encore aujourd'hui un produit de grand luxe sur la route de la soie. بعد بستگی به بافتش داره. ببینید این بافت این ریشتره این درشتره. من امیدوارم در آینده نزدیک. Quand il était jeune, Saïd a ouvert des magasins à Dubaï, à Beyrouth, en Allemagne et aux États-Unis. Mais au fur et à mesure que l'Iran a été isolé, le commerce de tapis de Saïd sur la route de la soie a lui aussi subi un contre-coup. و در این رشته فعالیت گسترده‌ای داشتم، ولی به علت اینکه تحریم‌های بعد از انقلاب به خاطر صدور فرش در ایران به وجود اومد، من ملزم شدم به تعطیل اون مراکز و الان هم مشتریایی دارم که از 50 سال پیش تا امروز با من در ارتباط هستن و روی علاقه‌ای که من به این صنعت داشتم این کار رو تا امروز ادامه دادم. Au cours de notre interview, Saïd nous emmène visiter la demeure du plus renommé marchand de tapis de l'histoire de l'Iran. Selon la légende, il y a plus de 100 ans, cet homme d'affaires perse, qui s'appelait Tartabaï, a vendu ses tapis tout le long de la route de la soie et jusqu'à la ville de Kashgar, dans le Xinjiang, en Chine, à plus de 2200 km de sa ville natale. Le commerce avec l'Est lui a permis de devenir le marchand le plus riche du pays. Sa demeure est aujourd'hui devenue un musée, où on peut admirer les merveilles du commerce de tapis en Iran. Encore aujourd'hui, on peut voir partout les conséquences de la fermeture de l'Iran dans toutes les rues bruyantes. Les constructions modestes, les infrastructures vétustes, rien ne laisse penser que nous sommes dans un des pays connus pour avoir parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde. L'isolation de l'Iran a rendu le chemin de la prospérité extrêmement difficile. En septembre 2013, le dirigeant chinois a lancé son initiative mondiale pour la reconstruction d'une nouvelle route de la soie. Cette initiative a été largement soutenue en Iran. La Chine, grand pays d'Orient, a voulu promouvoir le projet d'une ceinture économique de la route de la soie pour fonder un destin économique commun. Et cela offre un grand espoir en Iran. امیدواریم که این وضع پیش بیاد، چون بشر به امید زنده هستش. اگر این وضعیت به وجود بیاد
مسلماً یه رونقی در کار فحش ایجاد خواهد شد و اگر این تحریم ها به طور کلی برداشته بشه بنده اولین کسی هستم که کارم رو از نو شروع خواهم کرد. L'attitude de la vieille génération iranienne, c'est d'espérer obtenir le changement. Mais la nouvelle génération est prête à chercher elle-même à transformer son propre destin. Mangyatsi est une jeune femme de Téhéran de 26 ans. Il y a plusieurs années, elle a appris le chinois à l'université de Téhéran. Aujourd'hui, elle le parle couramment et a beaucoup de rêves pour l'avenir. Mangyatsi travaille actuellement comme guide touristique. Elle s'occupe spécialement des touristes venus de Chine. Mais ce travail de traduction n'est pas son objectif ultime. Cette jeune fille passionnée par la culture chinoise, qui aime le maquillage et la mode, espère surtout apprendre les techniques de vente et l'intelligence commerciale de l'Orient. 我当翻译工作的时候，必须学习他们的工作，然后过一段时间呢，我应该自己开始做生意。伊朗现在呢，刚刚开始制裁取消，所以呢，肯定伊朗的以后会非常非常好。我会英文，也会中文，所以呢，我希望跟哪一个国家做生意就可以。 Dans un pays comme l'Iran, perché sur les hauts plateaux, aujourd'hui comme hier, le monde extérieur a imposé l'isolation. Sur cette ancienne voie commerciale, l'égalité et l'ouverture sont comme avant la plus grande espérance de la population. Le temps détruit toute chose, mais les valeurs de paix et de coexistence, de collaboration et de bénéfices mutuels de la route de la soie sont toujours aussi importantes. Aujourd'hui, la route de la soie rassemble les destins de plusieurs centaines de millions de personnes. Elle représente un besoin impératif d'une nouvelle sagesse pour apporter la prospérité à des centaines de millions de personnes. Et pour trouver, guidée par cette sagesse, une toute nouvelle direction. Voici un train qui peut parcourir tout le continent eurasiatique sans le moindre obstacle. Il part de la ville de Chongqing, au sud-ouest de la Chine continentale, et traverse 6 pays et 11 179 km de voies ferrées pour arriver enfin à Duisbourg, en Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, les voies ferrées le long de la route de la soie fonctionnaient au niveau de chaque pays et à chaque région de façon indépendante du fait de différentes raisons. Les différentes voies ferrées qui traversaient le continent eurasiatique n'avaient jamais été rassemblées en un seul système. Pendant 65 ans, le transport de marchandises entre l'Asie d'une part et l'Europe d'autre part s'est fait principalement par avion ou par bateau. Ces voies installées le long de l'ancienne route de la soie sont restées silencieuses pendant des années, attendant que se réveille la sagesse des pays limitrophes.
Le long des plans de la voie ferrée Chongqing-Xinjiang Europe, l'humanité est confrontée à plus de 100 problèmes différents pour pouvoir relier sans obstacle les extrémités du continent eurasiatique. D'un pays à l'autre, même la largeur des voies ferrées n'est pas toujours la même. Les standards utilisés pour les voies ferrées en Chine et en Europe exigent qu'il y ait 1435 mm entre les roues de la voiture. Or, au Kazakhstan, en Russie et en Biélorussie, on utilise encore les standards des voies ferrées de l'époque soviétique. Et la distance entre les roues est de 1520 mm. Cela signifie qu'il y a entre les deux standards une différence de 85 mm. Encore aujourd'hui, alors que l'humanité a déjà traversé la deuxième révolution industrielle, les voies ferrées sur la route de la soie sont encore séparées par des standards différents. Le train parti de Chongqing doit s'arrêter au col d'Alatao pour changer de roue. 另外呢，我们这沿线呢要通过，就是涉及到6个国家。如果每一个国家就去查验、去通关，再去进行相应的手续的办理，这样弄下来也差不多要5个10天。那这样跟江运、跟海运、跟水运完全没有什么区别了，而且价格成本还很高。Permettre à ceux qui étaient déconnectés de se relier, créer des possibilités de bénéfices mutuels entre les pays qui ne travaillaient pas ensemble, créer des voies commerciales à travers tout le continent eurasiatique ou encore créer des standards uniques pour le transport, ce projet proposé par la Chine est sans doute l'un des plus ambitieux lancés dans le domaine de la coopération économique, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chongqing, avec son caractère relevé et franc, est aujourd'hui la plus grande métropole économique du sud-ouest de la Chine. Le Meilian Plaza, dans le quartier de Diangbei, est l'un des nouveaux centres commerciaux de la ville. Le logo de la compagnie Chongqing-Xinjiang Europe ressemble à un logo normal sur le mur de ce grand immeuble. Mais cette entreprise qui paraît si commune s'occupe de voies ferrées réparties sur 4 pays et plus de 10 000 km. Elle contrôle plus de 90 milliards de dollars de capitaux. Cette compagnie ferroviaire et logistique a été créée en avril 2012 de façon conjointe par la Chine, le Kazakhstan, la Russie et l'Allemagne. C'est aussi dans l'histoire de la route de la soie la première entité de contrôle à être dirigée par plusieurs pays ensemble. Comment traduire dans les faits cette sagesse orientale qui permet à des pays qui ne travaillaient pas ensemble de créer des bénéfices communs? En novembre 2010, c'est ici que des délégations de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Allemagne se sont rassemblées pour la première fois pour mener des négociations internationales. Nous avons真正谈了大半年，就是怎么来明确各自的责权利，怎么来使他们又要有积极性来参与，而且还要让他们这个整个在运作过程当中呢，不能对我们这个通道产生负面的作用这个上边确实也想了很多办法。En prenant en compte les intérêts de 4 pays différents, de 4 voies bien distinctes, cette réunion dans la ville de Chongqing a mis en place concrètement une forme de sagesse qui permet à des sociétés différentes de collaborer, de prospérer ensemble et de bénéficier de leur coopération. Le 12 avril 2012, le quai est toujours aussi occupé et la ville de Chongqing dans les montagnes est toujours aussi tranquille. Le contrat d'accord final pour la gestion de la ligne ferroviaire entre l'Asie et l'Europe
a été mise au point dans cette pièce. C'est ici que la ville de Chongqing et les services ferroviaires chinois, russes, kazakhs et allemands ont finalement signé le contrat de collaboration et le contrat de cogestion. Les représentants de 5 parties, un sourire à la bouche, se sont mis d'accord sur les conditions de la répartition des profits de cette voie ferrée de plus de 10 000 km de long. Et c'est comme ça que le plus grand accord pour un projet de communication sur le continent eurasiatique depuis la fin de la guerre mondiale a officiellement vu le jour. 我觉得渝新沟铁路以及其他的中欧班列的开辟它是通过基础设施的联通，通过的铁路的这种联通使得物和物之间、人和人之间进一步加强沟通，并且促使国家和国家之间、区域和区域之间的沟通的升级，进而造就了新时代的东西方文明之间的升级。Le 18 octobre 2010, le premier train du projet Chongqing-Xinjiang Europe est officiellement parti de la ville de Chongqing. Et 14 jours plus tard, les marchandises venues de l'Orient sont arrivées sans problème à Duisbourg en Allemagne. En novembre 2016, la ligne ferroviaire Chongqing-Xinjiang Europe, de nouveau créée, une route de la soie, sur le chemin de l'ancienne route de la soie, et a déjà fait plus de 1600 voyages entre l'Europe et l'Asie. Voilà comment, dans l'histoire moderne de l'humanité, est apparue grâce à une forme de sagesse une nouvelle route de la soie moderne, constituée entièrement de voies ferrées, traversant le continent eurasiatique sans avoir à craindre la menace de la guerre ou le pillage des richesses. C'est la première fois depuis des milliers d'années dans l'histoire de l'humanité que la route de la soie a pu finalement connecter l'Asie et l'Europe d'une manière totalement pacifique. L'histoire retiendra ces événements qui changent le monde. Le 28 mars 2014, cette sagesse venue d'Orient a fait son entrée dans la gare de Duisbourg, en Allemagne. Ce jour-là, sur la plateforme de la gare de Duisbourg, le président chinois Xi Jinping a regardé arriver ce train reliant la Chine et l'Europe, parti de la ville de Chongqing, en Chine, chargé de marchandises pour l'Europe. Ce que le leader de ce grand pays oriental regardait avec tant d'attention, c'était une forme de sagesse venue de l'Orient, qui est entrée en pratique sur les voies de la route de la soie, apportant avec elle un nouveau futur pour le continent antique. « 古丝绸之路沿线地区曾经是流淌着牛奶和蜂蜜的地方，如今很多地方却成了冲突动荡和危机挑战的代名词。这种状况不能再持续下去。我们要树立共同、综合、合作、可持续的安全观，营造共建共享的安全格局。要着力化解热点，坚持政治解决。要着力斡旋调解，坚持公道正义，要着力推进反恐、标本兼治，消除贫困落后和社会不公。